Maintenant, nous allons passer au panel des décideurs, avec le thème principal, le tiers secteur au Maroc, au cœur des transformations porteuses de progrès social. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour modérer ce panel M. Aziz Bousseta, journaliste, modérateur TV, animateur. Merci, confrère. Ravi. Je vous laisse accueillir vos panélistes. Rebonjour, ça a été dit, mais on va le redire, ça vaut toujours mieux en le disant, en le rappelant. Merci d'être là, cette très honorable assistance, aussi bien dans la quantité que dans la qualité. Allez, on y va donc pour ce panel des décideurs au cœur des transformations porteuses de progrès social et comment s'adapter aux mutations en cours. Il va falloir affiner un petit peu les transformations porteuses de progrès social. Alors rapidement, tout le monde le sait, mais ça vaut mieux aussi en le rappelant, le tiers secteur, qui est une notion qui n'est pas véritablement inventée par le Maroc, mais importée par la Commission spéciale sur le modèle de développement, globalement, dont nous avons ici deux membres, Madame Slaoui Beddani et Si Hamid Bouchiri, qui étaient là. Merci pour le rappel sur la Aïcha Chenna ou la donc le tiers secteur, c'est l'ensemble des acteurs à l'intersection des secteurs publics et privés, donc associations, coopératives, mutuelles, qui ont des activités à visée sociale. Et le nouveau modèle de développement se propose d'en faire un levier, une troisième voie, un levier de création de richesse, de progrès et de développement des territoires. Voilà, moi j'arrête là, après les autres vont en parler mieux que moi. Alors, donc j'invite nos amis et amis au singulier panélistes, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Madame Asma Diani, vice-présidente du réseau marocain de l'économie sociale et solidaire, et professeur d'université qui nous vient de Fès. Voilà. Si Ben Haddou devait venir président du RMS, mais en raison d'un problème familial, c'est Madame Diani qui portera donc la voix du RMS. Madame Aïcha Rifaï, qui est là, directrice générale de l'Office du développement et de la coopération. Madame Sadia Slaoui Beddani, si vous voulez bien. Vous êtes président de la commission RSE Diversité à la CGEM, le patronat et le secteur privé donc. Et Si Tariq Maroufi, directeur général de la fondation Abdelkader Ben Saleh. Il y a un léger problème de parité dans ce panel. Alors je viens en renfort avec toi, Si Tariq. Parité positive cette fois. Alors avec ce panel, comme vous pouvez le considérer, le voir, on va brasser à peu près à 360 la question du tiers secteur. Nous avons le secteur public, nous avons le secteur privé, nous avons l'associatif et nous avons donc l'associatif universitaire avec vous et nous avons donc le think tank qui permet de rassembler tout ça. Alors on va y aller donc sans plus tarder en trois axes autour desquels va tourner cette discussion. Donc d'abord, définition du tiers secteur de l'économie sociale et solidaire, mais essentiellement du tiers secteur. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Puis après, chacun va expliquer comment il intervient dans son champ d'expertise, dans son domaine d'intervention. Et enfin, les recommandations pour lever les failles, pour lever les différents obstacles qui peuvent se produire. Alors je commence à tout seigneur, tout honneur par le secteur public. Une rapide définition selon votre point de vue du tiers secteur. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à la Fondation Abdelkader Ben Saleh pour la réussite de cet événement qui met en avant le rôle crucial du tiers secteur dans la construction d'une société marocaine résiliente et prospère. Et aussi, je les remercie infiniment de m'avoir convié à partager mes perspectives en matière du développement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, quand on dit tiers secteur, on veut dire principalement l'économie sociale et solidaire. D'accord. Avant de définir, en fait, selon ma perspective, comment peut-on cerner ce concept ? Déjà, l'économie sociale et solidaire, c'est un nouveau concept qui prend de l'élan, qui a pris de l'élan ces dernières années. Donc, la première fois qu'il a été défini expressément, c'était par les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, lors de la conférence des Nations Unies à Rio en 2012, comme étant un ensemble d'activités qui
d'activités économiques, sociales, environnementales et culturelles qui sont menées par des organisations et des entreprises qui mettent l'humain au cœur de préoccupations. Donc, cette économie-là, il concilie entre les principales composantes du développement durable. Et c'est une approche qu'on peut dire inclusive, fondée sur des principes de solidarité, de coopération, d'équité. Et alors, d'après ma modeste expérience, je peux définir cette économie comme étant une économie parallèle à l'économie classique. Et complémentaire aussi. Parallèle parce qu'en fait, on trouve dans la composition, quand on décortique l'économie sociale et solidaire, on trouve toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire qui opèrent dans les divers secteurs de l'économie classique, sauf qu'ils sont orientés vers l'humain, ils sont orientés vers le développement durable, qui concilie en fait entre les objectifs sociaux, économiques, culturels, environnementaux. Donc l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, comme a été avancé par M. Bouchiri, il a été érigé par le nouveau modèle de développement comme étant un tiers secteur levier de la résilience de l'économie nationale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie nationale en omettant l'économie sociale et solidaire. Donc, définissant ensemble, ce qu'on peut en fait retenir ensemble, c'est que c'est une économie parallèle à l'économie classique, mais qui concilie les objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Merci, madame. Donc, je vais retenir l'humain au cœur des préoccupations. C'est toujours rassurant à écouter venant du secteur public que l'humain est au centre des préoccupations. Je suppose que aussi pour le privé, madame Slaoui, l'humain est au cœur des préoccupations, peut-être d'une manière différente. Il manque un micro, c'est bon, vous avez... Non, pas d'une manière différente. Je pense qu'on fait tous partie du même écosystème et qu'on a tous les mêmes ambitions pour notre pays. Déjà, bien sûr, ravi d'être parmi vous à cet événement et de donner une perspective du privé sur la question. Alors, en fait, on se perd un peu dans les différents mots. Alors, innovation sociale, économie sociale et solidaire, tiers secteur. Donc, et en fait, je pense qu'il faut tout simplement, simplifier. L'économie sociale et solidaire, c'est une manière différente de faire de l'économie. Et j'aime bien avoir cette image en me disant qu'en fait, c'est une symétrie inversée de l'économie classique. Dans une économie classique, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher à maximiser leurs profits en majeur et en mineur avoir, pour les plus responsables d'entre elles, un impact social, environnemental. Donc on a une majeure et on a une mineure. Dans l'économie sociale et solidaire, on a exactement la symétrie inverse. Ce sont des opérateurs qui vont essayer de maximiser l'impact sur la société, sur leur environnement, sur l'humain, mais qui vont avoir quand même l'ambition d'avoir du profit. Et ça, je voudrais vraiment mettre l'accent sur ça. On n'est pas en train de parler de charité, on est en train de parler d'une économie et qui doit tenir. En fait, on n'habite pas dans la planète Utopia. On habite dans la planète Terre. Et pour que cette économie sociale et solidaire tienne, soit pérenne, il faut qu'elle puisse générer des profits. Et ça, c'est très important. Sinon, on est dans de la perfusion, sur des actions ponctuelles. Il faut pouvoir avoir une économie qui soit capable de s'autoporter. Donc voilà une définition par contraste avec l'économie traditionnelle. Donc, deux manières de faire de l'économie. Vous savez, même à Utopia, je pense qu'il ne pourrait pas survivre sans profit. Le profit étant quelque chose quand même qui fait bouger les choses. Et alors, nous avons donc le secteur privé et le secteur public. Vous êtes quelque part à l'intersection, pour reprendre le même mot, Madame Diani, pour vous, ORMS. Vous allez avoir une définition qui va être un peu plus synthétique. Alors moi je vais un peu biaiser la définition de la société civile par mon statut d'universitaire. Tout d'abord, je suis très, très, très ravie d'être là parmi ce beau panel. Merci de m'avoir associée à cette discussion. Merci à la Fondation de tenir ce rendez-vous annuel qui nous permet de nous revoir, de réunir la communauté du tiers secteur. Alors au sein du RMS,
Pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau marocain de l'économie sociale et solidaire est ce qu'on appelle la société civile de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes un réseau qui a été créé en 2006, qui réunit un peu plus de 800 membres, qui sont à la fois des associations, des coopératives. On a une mutuelle, la MGPAP, et puis des personnes ressources qui agissent dans l'ESS, et puis surtout aussi des centres de recherche, parce qu'on est convaincu que ce secteur a besoin d'être alimenté par la recherche-action. C'est ce qui explique qu'on a aussi, moi, mon membership au sein du RAMES à travers un centre de recherche qui est en même temps un incubateur accélérateur social qui existe depuis 2012. Alors, au niveau de l'approche, il faut comprendre qu'on est, en fait, quand on parle de la définition de l'économie sociale et solidaire, d'abord, on a globalement deux tendances qui s'évitent. Une définition par le statut juridique, et en l'occurrence, on va dire, l'économie sociale et solidaire se compose par les coopératives, les mutuelles, les fondations, les associations, etc. Les associations, on aura tendance à dire, ce sont les associations créatrices de valeur ajoutée économique. Et puis de l'autre côté, on a cette approche substantive qui consiste en fait à dire que on mettra dans l'économie sociale et solidaire toutes les initiatives, qu'elles aient un statut, qu'elles soient encadrées par un statut juridique formel ou pas, mais dont le business model verse dans la création d'une double valeur, à la fois économique et sociale. Donc nous, au sein du RAMES, bien entendu, on s'intéresse, il y a cette question d'organisation formelle, donc l'approche par les statuts, mais il y a également, on est très dans une posture de veille par rapport à toutes les initiatives alternatives citoyennes qui permettent justement, qui dans le business model et justement va dans le sens de la création de valeur, donc de la double création de valeur économique et sociale. Voilà, et avec les valeurs bien entendu sans oublier les valeurs de l'entreprendre collectif qu'on retrouve en fait, ce sont les valeurs universelles, les principes de la gouvernance participative, de mettre l'humain, de la participation, de mettre l'humain en fait et le collectif au centre de ce modèle de business model de création de valeur. Voilà. Merci Lasma. C'est Tariq Maroufi. Donc nous avons 3 panélistes qui sont chacune dans l'opérationnel selon bon, c'est pas sorti en français, de son point de vue, de son champ d'intervention. Vous, en tant que think tank, vous avez donc une position quelque part de surplomb, une position de réflexion, d'observation. Comment vous voyez les choses? Vous m'avez déjà expliqué ça quand on préparait la conférence. J'espère que vous allez être un peu plus tarissable qu'à votre habitude quand vous parlez de ça. Merci. En fait, à la Fondation, on a une activité, comme tu l'as appelé, c'est Aziz de Think Tank. On essaie de contribuer à la réflexion, mais aussi on a une fonction aussi d'action, d'accompagnement d'action sur le terrain. Pour nous, le tiers secteur, effectivement, on se retrouve, il y a une complémentarité entre les définitions qui ont été présentées. Parce qu'il y a la dimension économique dans le tiers secteur, il y a la dimension d'acteurs partenaires du public aussi dans ces missions, mais il y a aussi la dimension acteurs associatifs d'économie sociale et solidaire, etc. À la Fondation, nous pensons que le tiers secteur, d'abord, le point de départ, c'est l'humain. C'est-à-dire comment, d'un point de vue de progrès social, pour pouvoir permettre à toutes et à tous de justement une inclusion la meilleure possible dans la société pour qu'ils puissent contribuer, on a besoin d'accompagner les citoyens justement pour qu'ils puissent atteindre ce plein potentiel. Et le citoyen, il a des besoins d'abord de participation citoyenne, politique, etc. Il a des besoins économiques, mais il a des besoins d'inclusion sociale, de participation à la société. Et nous pensons que nous approchons la question du tiers secteur d'un point de vue de progrès social. Comment ce tiers secteur peut contribuer dans une société à créer les conditions d'un progrès social pour tous. Quand on dit progrès social, tout simplement, comment chacun et chacune puisse contribuer à la société en général, chacun selon ses capacités. Dans une société où presque, chiffre à prendre avec des pincettes, où presque un Marocain sur 4 est en situation de précarité et de pauvreté, on peut plus. C'est pas qu'une question économique. Certes, l'accès à un revenu, une inclusion économique
elle est forte aujourd'hui, bien sûr. Les chiffres de chômage ou autres ils sont là, l'inclusion des femmes dans le domaine productif, etc. Mais il y a les questions de participation des jeunes. Quand on voit la part des NEET dans la société, il y a la question du handicap, l'inclusion dans le cadre du handicap, la question de la fracture entre les territoires, la question de l'accès aux services de base. Donc, ce n'est pas qu'une question quand on va à l'échelle du citoyen. Bien sûr, il y a le besoin d'inclusion économique, d'accéder à un revenu, de contribuer à la production, que ce soit dans le cadre d'économie sociale et solidaire ou dans le cadre de l'économie classique. Mais il y a tout un tas de problèmes et de problématiques dans nos sociétés d'inclusion liées à la capacité de participer, à la capacité de se prendre en charge, à trouver sa place en tant que jeune, en tant que personne en situation de handicap, en tant que femme, en tant que personne âgée, etc. Donc nous, notre approche de la question, c'est globalement à l'échelle de la société, face à une problématique de progrès social qui est certes économique, social, culturel, identitaire ou autre, comment le secteur, qui peut être un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui va approcher la question d'un point de vue économique et d'inclusion, mais ça peut être un groupe de citoyens qui n'est pas formalisé et qui va dans les réseaux sociaux créer un mouvement pour sensibiliser sur un débat social, une problématique sociale. Ça peut être peut-être un entrepreneur social qui aujourd'hui, malgré qu'il n'a pas le statut légal qui lui permet de mener son projet de façon... il essaie, dans le cadre d'une association ou coopérative ou autre, d'agir sur les problématiques sociales. Donc, en somme, pour nous, le tiers secteur, on se retrouve parfaitement dans la définition du nouveau modèle de développement. C'est un acteur qui est entre le public et le privé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mandat public ou privé, mais il a un mandat citoyen et qui va s'organiser en tant qu'individu, groupement informel ou groupement associatif ou coopératif pour porter une initiative, une solution à un problème social. Et ce tiers secteur aujourd'hui, justement parce qu'il est multiforme, peut être association informelle, formelle, coopérative, lui, il a besoin d'être... qu'on puisse ensemble avoir une définition sectorielle pour lui. C'est quoi? On a besoin de l'organiser dans une loi. Est-ce qu'on peut l'organiser dans une loi dédiée ou c'est un secteur qui doit se retrouver dans des espaces comme ça, chacun selon ce format juridique ou autre, mais qui peut discuter ensemble pour dire nous, on peut porter une alternative entre le public et le privé, peut-être être un vase communicant, peut-être entre guillemets, un contre-pouvoir dans le sens positif, ça veut dire une force de proposition face au public et au privé. Et aussi, on peut être partenaire du public et du privé. Là où ils ne peuvent plus agir, lui, il peut prendre le relais. Merci. C'est-à-dire, je vais retenir cette expression de mandat citoyen. C'est ce qui donne le plus de force et de légitimité parce qu'il y a du volontariat, il y a une forme d'engagement, de mobilisation, de passion même. Et avoir un mandat citoyen, je pense que c'est la chose qui resterait le plus importante, surtout quand on a des chiffres aussi effrayants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un quart des Marocains en situation de pauvreté ou de précarité, ça fait quand même pas mal. Le recensement, il va sortir dans pas longtemps, ça fait quand même à peu près 10 millions de Marocains. Il y a les 4,5 millions de NEET, donc nos jeunes, nos enfants qui sont là dans des situations de précarité, dans des situations difficiles. Alors, voilà pour le tour de table de la définition du plantage de décor, si j'ose dire. Il y aura certainement des remarques, des réflexions, des compléments à ces définitions, à ce qui va être dit. Alors, tout à l'heure, après avoir passé nos deux questions, nos débatteurs et débattrices vont répondre à vos questions. Alors, ça va être à travers l'outil Mentimeter. Et donc, il y aura un QR code qui va s'afficher ici. Vous posez vos questions, je verrai les questions. Je pourrai certainement pas reprendre toutes les questions, je vais essayer de synthétiser un peu. On va faire dans la méthode de la débrouillardise, ne vous en faites pas. Mais posez vos questions et apportez vos compléments quand il y en aura. Alors, on va reprendre donc dans le même ordre. On va commencer par vous, Madame Refahi. Comment vous intervenez au niveau de votre action sociale? Comment vous vous adaptez à ces mutations en cours? Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer, sachant que vous êtes secteur public? Et comment vous faites, comment vous envisagez, ou qu'est-ce que vous proposez pour les lever? Ça va être d'ailleurs la même question posée différemment aux autres panélistes. Allez-y, madame. Donc, je comprends, si vous qu'on va répondre aux deux questions. En fait, les défis qu'on rencontre au quotidien pour
assurer cette transition du tiers secteur, et aussi quelles sont les recommandations. المشاكل اللي كيطرحوا والحلول اللي كيجيو من بعد. Enfin, les recommandations pour la suite. Déjà, en fait, juste pour donner un petit état des lieux de ce qu'on a sur le tiers secteur, comme mes collègues du panel les ont défini tout à l'heure, en fait, on a les associations. Aujourd'hui, ils sont aux environs de 240 000 associations, dont plus de 150 000 ils sont à caractère de développement. On a les coopératives dont je chapeaute le développement. Aujourd'hui, les coopératives ont atteint environ 60 000 coopératives et rassemblent plus de 750 000 adhérents et créant en moyenne 100 000 emplois directs et indirects. On a les mutuelles qui sont au nombre d'une cinquantaine et on a aussi les fondations. Alors aujourd'hui, en fait, le secteur il a connu une expansion grâce à un ensemble de mesures qui ont été prises par le gouvernement. À leur tête, l'INDH, le lancement de l'INDH en 2005, vraiment, il a amorcé le développement de ce secteur. Il y a aussi les stratégies sectorielles qui mettent dans leur cœur le développement des petits producteurs qui sont groupés en organisation de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi un cadre juridique qui existe. Par exemple, parlant de... D'ailleurs, toutes les organisations de l'ESS, ils sont régis par un texte juridique. On a les associations, ils sont régis par le DAHER 58. On a les coopératives qui sont régies par la loi sur les coopératives. On a aussi les mutuelles qui sont régies par la loi mutuelle. Donc, on a déjà un cadre juridique, ce qui permet en fait le développement de ce secteur, un développement initial. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans la nouvelle ère du développement, parce que pour atteindre les ambitions du nouveau modèle de développement, il faut effectivement s'inscrire dans un changement radical, je dirais une métamorphose, pour donner à ce secteur le haq dialou. Donc, concernant en fait les défis qu'on relève chaque jour étant chargé du développement du secteur coopératif, il y a déjà le problème du concept. On appréhende le concept du tiers secteur comme étant un secteur de subsistance, de faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, il faut changer ce mindset. Il faut dire que le tiers secteur, c'est un secteur à forte valeur ajoutée. C'est un secteur parallèle au secteur public, au secteur privé, qui peuvent nous permettre de réaliser et de concrétiser déjà les objectifs de développement durable. Il y a aussi le problème de structuration. Et d'ailleurs, ça a été souligné par le nouveau modèle de développement. Les coopératives et les associations, ils souffrent de lacunes en matière de gouvernance. Et donc, il faut vraiment les encadrer à travers un cadre institutionnel. Et d'ailleurs, au niveau du ministère de l'économie sociale et solidaire et avec l'ODCO, on travaille sur le projet loi cadre. D'ailleurs, ça, on l'a établi en concertation avec les différents acteurs et parties prenantes de l'écosystème. Il y a la structuration. Il faut penser on a vraiment un problème de structuration parce qu'il n'y a pas de synergie entre les différents acteurs de l'écosystème. Un ensemble d'actions qui sont entreprises, mais de façon fragmentée. Et donc, on a vraiment du mal à mesurer l'impact de ces actions-là pour voir est-ce que vraiment on est sur le bon sens. Est-ce qu'on est en train d'investir correctement et quelles sont les choses à ajuster. Alors, pour remédier à tous ces obstacles-là, en fait, déjà, d'après ma modeste expérience, je propose procéder à la structuration de ce secteur en impliquant les régions, parce qu'aujourd'hui, avec la loi 111-14, ils ont comme prérogative la promotion du secteur coopératif, donc, du secteur de l'ESS en général, pas que le secteur coopératif. Donc, il faut vraiment avoir des pôles territoriaux du développement de l'ESS. Et il faut avoir aussi une instance qui chapeaute l'ensemble, qui éclaire les choix et les décisions de ces dispositifs-là. Quand je dis structuration, je parle aussi du côté institutionnel, parce que nous, sur le plan institutionnel, il y a vraiment un manque de visibilité qui fait quoi. Il faut penser aussi à structurer les organisations de l'ESS. Aujourd'hui, on n'a pas de confédération, on n'a même pas une fédération déjà. Donc, on trouve des organisations de l'ESS qui ne sont pas unies entre elles, qui ont du mal à surmonter les problèmes et les défis qu'ils rencontrent. Donc, on a besoin d'avoir une confédération à l'instar du secteur privé. C'est très important, ça va faire vraiment le point de métamorphose de ce secteur. Il faut penser aussi au partenariat stratégique entre le secteur public et les organisations de l'ESS et le secteur privé et les organisations de l'ESS. Tout à l'heure, j'écoutais passionnément Madame la Présidente de la Fondation quand elle parlait en fait de comment cette idée de renforcer
ce tiers secteur à travers les actions de la compagnie Free Ben Saleh. Abdelkader Ben Saleh. Donc, on a aussi, il faut encourager le commerce solidaire. À l'instar du commerce équitable, le commerce solidaire, quand on achète solidaire, il faut dire qu'on n'achète pas un simple produit, on achète une histoire. Parce que le tapis, c'est une histoire derrière la confection de ce tapis-là, ou bien de cette poterie, ou bien du miel qu'on mange. Il y a toute une histoire, il y a toute une communauté qui se développe grâce à ce produit-là. Il faut penser aussi à mettre en place les dispositifs de financement, parce que parmi les vrais défis du secteur, du tiers secteur, c'est les financements. On a les organisations de l'ESS, malheureusement, qui recourent principalement aux subventions de l'État. L'État, à lui seul, ne peut pas tout faire. Donc, il faut développer la capacité d'autofinancement, et aussi, il faut que le système bancaire suive pour mettre en place un dispositif qui permet à ces organisations de se prendre en charge et de rompre avec cet esprit d'assistanat. Et aussi, en fait, je vais conclure par deux points. Il faut profiter de ces opportunités qui s'ouvrent à nous, qui sont la digitalisation et de l'innovation sociale. On a aujourd'hui l'émergence de l'innovation sociale qui prend place dans notre société. Il y a beaucoup de militants pour l'innovation sociale. À leur tête, la fondation Abdelkader Ben Saleh. Il y a aussi la stratégie numérique 2030 qui prend place aujourd'hui. Donc, il faut vraiment tirer le maximum d'avantages pour ces organisations-là. Merci, madame. Je crois qu'on va revenir sur cette question de cadre légal. Il me semble que depuis que le ministère de l'ESS a été créé de mémoire en 2012, on parle de cadre légal. Ça fait donc de 2012 à 2024, si ma mémoire est bonne, c'est 12 ans. Donc ça fait 12 ans de... Quelque part, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de tergiversation, d'hésitation gouvernementale ou institutionnelle, qui fait que ça va être difficile, et je pense que ça va être dit par les autres intervenants et intervenantes, sur les difficultés de pouvoir travailler sans cadre légal. On y reviendra si vous voulez bien. Madame Slaoui Benani, vous êtes donc présidente de la fédération de la commission RSE et diversité. Donc vous êtes encore une fois, votre position vient du privé. Et quelles sont les actions que vous menez? Quels sont les obstacles, encore une fois, que vous rencontrerez? Je pense qu'on va encore revenir sur cette question de cadre légal. Je pense qu'on va encore revenir assez lourdement là-dessus. Effectivement, on va en parler. Alors, moi, je voudrais quand même donner une note très positive, parce que on est en train de parler... C'est positif ce qui se passe seulement, il faut préciser. Mais vraiment avoir conscience, en fait, du pouvoir transformationnel du tiers secteur. On n'est pas en train de parler d'un truc à la marge, on est en train de parler de quelque chose qui peut transformer notre pays. J'en ai l'intime conviction. C'est-à-dire qu'en fait, à la CGEM, et personnellement, on est convaincu que la plus grande source de création de richesse et d'emploi, on parle beaucoup d'emploi au Maroc en ce moment, la plus grande source de création de richesse et d'emploi viendra du tiers secteur. C'est aussi simple que ça. Le modèle actuel a montré ses limites en termes de création d'emplois. L'entrepreneuriat social peut être une alternative pour la création de l'emploi. Et pour venir quelque part battre en brèche une idée préconçue, on n'est pas en train de parler uniquement d'emplois, de petits emplois, dans des secteurs dans lesquels nous sommes défaillants. Je pense que voilà, on parle de l'éducation, de la santé, de la culture. Bien sûr, tout ça sera fortement créateur d'emplois face à un État qui est quelque part un petit peu, je vais être peut-être un peu caricatural, mais qui est un peu en échec sur ces sujets. On n'y arrive pas. Il y a une telle capillarité sur les territoires, il y a un tel besoin d'action sur le terrain. L'État ne peut pas, comme vous l'avez dit, être partout. Et ben, il y a des acteurs, qui sont les acteurs du tiers secteur, qui peuvent prendre le relais. Et on a vu que ça a marché. Regardez la FMPS, vous connaissez probablement la fédération du préscolaire. Voilà le préscolaire qui n'est même pas obligatoire au Maroc. Je pense qu'on a un problème de micro qui... Allez-y, madame. Parfois, il y a des petits arrêts, mais allez-y. Je vais peut-être le changer, peut-être ça sera... Merci beaucoup. Donc, la FMPS, on est quand même en train de généraliser le préscolaire au Maroc grâce à une association. C'est en train de passer inaperçu, mais ce n'est pas l'État qui est en train de faire ça. C'est une association qui est en train de faire ça. On est en train de généraliser le préscolaire. Ce n'est pas rien. On est en train de passer à des centaines de milliers de classes.
Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est une véritable alternative, et pas uniquement dans ces secteurs-là, mais également dans des secteurs tels que l'industrie. Hamid, tout à l'heure, est passé très vite sur Mondragon, par exemple. Mondragon, c'est 80 000 salariés. C'est 112 entreprises. Et dans des secteurs comme l'industrie. Je suis sûre que vous avez tous de l'électroménager Fagor chez vous à la maison. Ben, Fagor, c'est Mondragon. Vous êtes parti en Espagne probablement. Vous êtes passé devant des supermarchés Eroski. Eroski, c'est Mondragon. Donc ça peut être vraiment dans des secteurs divers et variés, et ça peut vraiment avoir un pouvoir transformationnel. Waouh, c'est top. On en est où au Maroc? Franchement, très très loin. On en est encore très très loin. Pour donner quelques chiffres, on estime que c'est 2% du PIB. On estime que c'est 4% des emplois. Donc vraiment, on est dans quelque chose qui a un énorme potentiel, mais qui aujourd'hui reste quand même très 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 petit. Et avec un nombre d'acteurs incroyable, 240 000 associations, je ne sais combien, 27 000 mutuelles, c'est 27 000 coopératives, 50 mutuelles, bref. En tout cas, c'est des gros chiffres par rapport à ce qu'on a en face en termes de création de richesse et en termes de création d'emplois. Alors, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on en est là? Donc, vous l'avez dit également, c'est parce qu'il faut qu'on change de représentation. Vraiment. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas de l'économie de la subsistance. Ce n'est pas tchakhéer. Ce n'est pas trouver des solutions ponctuelles à un problème urgent. Ce n'est pas ça. C'est tout sauf ça même. Sinon, on arrive exactement là où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Les associations, par exemple, elles ont grandi grâce à des perfusions financières. Si vous faites une courbe de corrélation entre la création d'associations et les programmes de l'INDH, vous verrez que c'est extrêmement corrélé. Donc ce n'est pas le marché qui a généré ces associations, c'est en fait du financement. Et dès que ces financements s'arrêtent, ces associations, elles disparaissent malheureusement. Donc tant qu'on est dans cette image-là, on n'arrivera pas aux chiffres de Mondragon et de tous les exemples qu'on nous a donnés Hamid. Deuxième élément, c'est le cadre. Mais ce n'est pas tellement le fait d'avoir un cadre pour avoir un cadre. C'est en fait quelque chose qui nous mette tous d'accord, qui nous unisse tous pour une cause. C'est qu'on soit tous d'accord sur l'importance de l'économie sociale et solidaire, sur le fait de vouloir vraiment porter notre attention, nos efforts sur ce secteur-là, pour pouvoir en faire vraiment une troisième voie. Vous savez, le mot tiers secteur, le tiers, moi, j'aime pas ce mot tiers. Parce que tiers, c'est comme une tierce personne, une autre personne, une alternative. Alors qu'en fait, c'est tiers, c'est 33%. C'est un mot qui est ambigu en lui-même. Et voilà, c'est une parenthèse. On peut le voir de deux manières. Et moi, c'est vraiment le 33% que j'ai envie de mettre en avant et pas l'autre, l'alternative. C'est une parenthèse. Donc ce cadre va permettre de clarifier. Et de mettre en place les bonnes conditions. Et la troisième déficience de l'économie sociale et solidaire, ça aussi, ça a été dit, c'est vraiment les capacités humaines. Mais là encore, on en est, entre guillemets, responsable. Quand vous êtes une association et que vous répondez à un appel à manifestation d'intérêt, tout de suite, on vous dit toutes les charges relatives au personnel sont exclues du financement. On ne vous finance que les infrastructures. Donc vous poussez les gens à construire des écoles, des classes, mais il n'y a aucun enseignant dedans. Parce qu'il n'y a personne pour le financer. Donc il faut là aussi qu'on change de représentation. Non, le capital humain est essentiel pour le tiers secteur. Ce ne sont pas les infrastructures qui sont importantes pour le tiers secteur. Donc voilà, à mon avis, les trois raisons qui font que ça fonctionne pas. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je réponds à cette question ou plus tard ? On reviendra. J'étais en train d'écouter attentivement ce que vous disiez. J'ai oublié que j'étais modérateur. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit moment de silence. On va laisser les recommandations pour tout à l'heure. Nous prenons le Meshakil. Alors, donc l'État ne peut pas tout faire. Le privé, l'État ne peut pas tout faire, ne peut pas être partout, même s'il essaie d'être partout. Le privé loue le tiers secteur. Effectivement, le terme tiers peut porter à équivoque, mais il fallait penser quand vous étiez à la commission de développement. Il fallait changer tiers par autre chose. Mais effectivement, restons sur cette note positive de tiers de 33%. Alors, que faire ?
comment ça se passe au niveau international, avec tous ces chiffres qu'on a au Maroc. Au Maghreb, on est habitué à ça, c'est à coup de milliers, de centaines de milliers, etc. Mais l'efficacité peut-être resterait à mettre en place. Comment ça se passe à l'extérieur? Je vous pose la même question, think tank et associatif REMES. Je commence par vous, Madame Diani. Comment d'après vous quels sont les obstacles que vous voyez, que vous pressentez, que vous sentez dans votre activité de tous les jours, dans votre activité quotidienne, et comment ça se passe chez les autres? Ok. Il me semble que ça a été d'ailleurs développé chez les Anglais il y a une trentaine d'années, cette notion de tiers secteur, je pense, sous votre contrôle. Non? Vous ne savez pas? Je ne peux pas m'avancer non plus. Alors justement, nous, puisqu'il est question de parler d'action, ce qu'on fait rapidement, on est sur le renforcement des capacités des acteurs de l'économie sociale et solidaire à partir des moyens dont nous disposons ou des moyens que nous pouvons lever dans le cadre des partenariats qu'on peut avoir avec les ONG internationales ou avec les partenaires institutionnels au niveau national et au niveau des régions. Deuxième chose, on est là en tant que réseau pour porter la voix du secteur, pour parler des souffrances des acteurs de l'économie sociale et solidaire, malgré leur hétérogénéité. Enfin, ce qu'il y a à dire, c'est que les organisations de l'économie sociale et solidaire ont des souffrances en commun. Mais ils ont en fait des souffrances qu'elles vivent de manière isolée, chaque organisation, chaque statut juridique à part. Les souffrances qu'il y a, c'est qu'on est en train de parler d'un secteur sans vraiment qu'on ait un secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est dilué du point de vue des politiques publiques au niveau de plusieurs secteurs d'activité. On est étonné des fois de découvrir lors d'un CPDE, ce qu'on appelle des instances de gouvernement, les pilotages au niveau du programme de l'IDH, on est étonné des fois, parce qu'on a des services extérieurs qui sont avec nous, de découvrir un produit qui ressemble à peu près à celui que nous, sur lequel on travaille, mais qui est porté par le ministère de l'Agriculture. Donc en fait, chaque secteur étatique travaille sur l'ESS sans parler de ce qu'il fait. Résultat de la course, on se retrouve avec des programmes qui sont redondants, qui, sur le terrain, créent des dérives. Et les dérives, elles sont extrêmement... Parce qu'il faut le pointer en même temps. Ces acteurs, ce ne sont pas des acteurs... ces collectifs, ces individus ne sont pas passifs. Ce sont des acteurs. Et ils développent ils pervertissent énormément de choses. On voit des gens qui viennent simplement pour bénéficier d'un financement, sans qu'ils aient un projet entrepreneurial sérieux derrière. Voilà, donc il faut comprendre qu'il faut absolument qu'on puisse avoir une stratégie nationale transverse. On a une stratégie nationale. Le ministère avait une stratégie de 2010 à 2020. On avait une stratégie de 2020 à 2030, qui a été revisitée après le Covid de 2022 à 2032. Elle n'est pas publique, mais elle est là. Sachez qu'elle est là. Elle a comme but d'institutionnaliser l'économie sociale et solidaire, de créer des observateurs pour avoir des datas. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, on spécule quand on parle de chiffres. Hormis pour les coopératives, un petit chouïa, mais après, ça reste très approximatif par ailleurs. On parle de 2 à 3% du PIB, comment le prouver? Donc on a besoin d'institutionnaliser, on a besoin de formaliser, on a besoin d'avoir des observateurs régionaux, nationaux, on a besoin de permettre Madame Rifaï, elle a parlé de la loi 111-14, parmi les articles de cette loi, c'est que l'ESS est l'une des prérogatives propres à la région. Les PDR, si vous prenez les PDR des régions, vous n'allez pas trouver que toutes les régions كيحركوا هاد الاختصاصات الذاتيه. غتلقى شي 3-4 régions sur les 12 qui ont mentionné dans leur PDR des choses en relation avec l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc il faut qu'on puisse savoir. La stratégie nationale est là pour faire ça. La loi cadre est là pour faire plein de choses, pour créer ce lien entre les différents départements étatiques, pour permettre d'avoir un secteur, qu'on puisse parler d'un secteur. À proprement parler. Alors, élément extrêmement important, il est question d'unifier la définition qu'on donne de l'ESS. La loi 4 permettra de le faire. Deuxième chose, il est question aussi d'institutionnaliser. La loi permettra, par exemple,
alors là, délit d'initié, permettra d'élargir les prérogatives de l'ODECO pour en créer une agence de développement ou de promotion de l'économie sociale et solidaire. On a besoin de ça, absolument, pour tout le secteur. Après, pour ne pas être longue, il y a les souffrances que vit chaque statut à part. Alors, l'associatif, moi j'ai vu, sur le terrain, j'ai pu voir des associations qui étaient inconfortables avec le statut associatif. Ils ont commencé à créer de la valeur. Ils ont commencé à devenir un peu plus autonomes. Ils se disaient, moi j'ai envie quand même d'être citoyenne. Je suis une association, je dois être exemplaire. Il faut que je paie de l'impôt. Mais le statut associatif, donc, il faut être à l'écoute de ces associations qui sont créatrices de valeur ajoutée économique, qui ne sont pas des associations de plaidoyer. Deuxième chose, les coopératives elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on prend le statut coopératif, je suis désolée de le dire, tout à l'heure, tout le monde a pointé le caractère, le stéréotype que l'on a sur l'ESS, que c'est l'économie de la misère, mais oui, on le voit sur le terrain. Le jeune, dire une coopérative, c'est pas sexy, entre guillemets. Enfin, c'est pas sexy, c'est la coopérative parce que les représentations que l'on a, la coopérative, il y a l'économie de la misère en gros. Et c'est parce qu'on a cantonné l'ESS, l'entrepreneuriat de nécessité. Si Hamid tout à l'heure, il a parlé du changement d'échelle, il faut d'abord qu'on puisse séduire l'entrepreneuriat d'opportunité. Lui, il va être en mesure de porter justement ce changement d'échelle. En France, et c'est pas, ils ont les coopératives, les SIC, les SCOP, les CAE, les coopératives d'activité d'emploi. Je vais juste me brancher sur les CAE parce qu'ils ont un statut qui s'appelle le statut de l'entrepreneur salarié. Il y a une souffrance rapidement, c'est la question du droit d'expérimentation. Au Maroc, il faut qu'on puisse expérimenter. Il y a quelques années, il y avait une demande qui a été déposée à Madame la Ministre pour un droit à l'expérimentation qui n'a pas été accordé pour expérimenter les coopératives d'activité d'emploi. Et puis, bien entendu, pour parler d'innovation, pour qu'on puisse avoir des statuts qui sont intéressants, qui peuvent justement héberger des modèles entrepreneuriaux innovants, il faut qu'on puisse avoir justement un habillage juridique un peu plus étoffé. Aujourd'hui, le modèle économique que l'on a dans l'entrepreneuriat en général, ce que je vais dire rapidement, c'est par rapport à l'entrepreneuriat en général. On peut avoir une initiative entrepreneuriale, ou le placard, le statut juridique, la coopérative, la SARL, l'auto-entrepreneur. Pratiquement, il y a deux titres. Donc il faut vraiment que pour l'entrepreneuriat globalement, qu'on puisse avoir un peu plus de choix en matière de statuts juridiques qui vont héberger justement les modèles économiques en présence et dans le cas particulier de l'ESS, des modèles entrepreneuriaux de type collectif. Donc le cadre légal et le changement de mindset. Dans ce pays, on se plaît souvent à dire que nous sommes un très vieux pays, une société très ancienne. Ça crée de la mémoire, de solidarité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette difficulté à passer d'un mindset de solidarité à un mindset de profit, à un mindset d'opérationnalité. Ça doit peut-être être ça. Vous avez été magnifiques toutes les trois. Vous avez répondu à la troisième question et la deuxième aussi en même temps. Mais je trouverais bien donc la troisième question qui va être très courte et il va falloir vraiment focuser dessus. C'est-à-dire, même question aussi, je nomme les obstacles qui enfin les choses qui devraient pouvoir être changées. Mais quelles sont-elles, ces choses, maintenant ? Je vais pas. Je vais demander d'y aller vraiment. Moi, je pense que c'est une question vraiment de Hamid Doualad, c'est un changement systémique. L'approche verticale, elle a prouvé ses limites, et c'est ça le grand défi qui se pose aujourd'hui. Peut-être les besoins ils sont connus. On a beaucoup parlé de besoins sur les grands défis sociaux du Maroc. Maintenant, c'est la question du comment. Comment on peut être plus impactant et améliorer notre performance sur les questions sociales. Alors, quelques chiffres, une petite estimation. Aujourd'hui, sur le plan social, l'État, avec la généralisation de la protection sociale, il dit que ça va coûter 50 milliards par an. Et par ailleurs, dans le nouveau modèle de développement, il dit qu'il faut explorer la possibilité de déléguer un certain nombre de services sociaux, la gestion de services sociaux, au tiers secteur. Associations, coopératives ou autres. Donc, c'est une avancée considérable que l'État commence à reconnaître cet acteur comme un partenaire d'action sur le terrain et que, oui, dans cette manne de 50 milliards, peut-être
il y a entre guillemets, un marché pour le tiers secteur pour agir. Après, on a quelques 300 millions d'euros par an qui viennent de l'extérieur, direct à des associations qui agissent sur le terrain. Chiffre officiel, 320, 330 millions, ça veut dire 3 milliards. Et puis, il y a l'État nous dit, sur les 3 dernières années, il a donné, les institutions publiques, ils ont donné directement, en moyenne, 5 milliards de dirhams aux associations, aux institutions sans but lucratif au Maroc. Si on fait la somme, on est aux alentours de 70 milliards qui circulent aujourd'hui, qui pourraient circuler dans le domaine social et qui peut être ouverte aux acteurs du tiers secteur pour agir. Maintenant, le cadre, justement, pour organiser ça, il n'est pas clair. Les lois présentent des limites. Le nouveau modèle de développement a présenté des possibilités de nouveaux partenariats entre les acteurs. Mais le débat pour arriver à un référentiel commun qui pourrait permettre d'organiser, de réorganiser cette relation, il est aujourd'hui à poser. Donc, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, justement, c'est de commencer à poser ce débat et on a besoin de le poser encore plus parce que depuis avril 2021, date de sortie du nouveau modèle de développement, le rapport, et cette déclaration sur le tiers secteur, il n'y a pas eu de débat réellement. Donc, on a besoin de poser ce débat, pas qu'au niveau national, comme on le fait aujourd'hui, le central, mais aussi dans les régions, auprès des acteurs qui font le tiers secteur au quotidien. Le commissariat au plan, il a recensé quelques 240 000 organisations sans but lucratif. Si on prend les 80%, voire plus, qui sont dans la solidarité, c'est-à-dire dans le calendrier annuel d'El Ramadan, Kbir, Dukhul Madrasi, etc., donc ils sont dans l'action de colmatage, quelque part, qui est nécessaire parce que la solidarité est une valeur importante, on doit la garder, sauf que peut-être pour la réfléchir, pour agir avec impact. À part ça, on peut dire qu'on a une dizaine, 10% d'acteurs entre acteurs de l'économie sociale et solidaire et autres qui essaient aujourd'hui de réfléchir ce système. Et ce système, à mon avis, pour ne pas être long, il a 3 grands défis. Le défi de l'impact social, environnemental, c'est-à-dire comment on peut designer des solutions, des actions vraiment qui génèrent de l'impact, de la transformation positive et durable, et avec des KPI, des indicateurs sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer. Parce que pour accéder à ces possibilités financières, à cette capacité d'action sur le terrain, et cette crédibilité, et cette légitimité, il faut devoir rendre des comptes. Aujourd'hui, on n'a pas de référentiel. Simple constat, les entreprises aujourd'hui dans le cadre de la RSE, nombreuses n'ont pas de critères clairs pour sélectionner les projets qu'ils vont financer. Et il y en a quelques-unes qui ont réfléchi à des systèmes, mais la grande majorité, quand j'ai la demande, on va financer par coup de cœur ou là parce qu'on connaît. Donc, un référentiel qui permet aux acteurs de dire là, on va avoir de l'impact, donc on met de l'argent. Là, on ne peut pas avoir de l'impact, on ne met pas de l'argent. Deuxième chose, c'est la question de la territorialisation des interventions. Aujourd'hui, les régions, les institutions régionales n'ont pas de vision, en tout cas déclarée, claire sur cette question de tiers secteur, économie sociale et solidaire. Voilà notre plan et comment on peut faire. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas de cadre qui facilite aux acteurs dans les régions d'aller et avoir de l'impact. Les acteurs aujourd'hui qui sont les plus, on va dire, engagés, ils sont au niveau de Casaraba. S'ils veulent agir في الحوز ou s'ils veulent agir au sud, au moment etc., c'est difficile, il faut accéder, il faut un cadre légal, il faut la bonne coordination entre les acteurs, il faut des facilités peut-être qu'ils n'ont pas. Donc, cette capacité d'action, territorialiser l'action pour être plus impactant, on a besoin justement de la structure. Et puis le troisième élément, c'est la question de la co-construction. On a parlé depuis ce matin, on ne peut pas continuer à agir seul. Agir seul, ça veut dire déperdition de ressources, de temps, et aussi un impact négatif, parce que quand on agit seul, on est tout seul. On a l'élan, parce qu'on a les moyens pendant 3-4 ans, on a la volonté. Quand nos moyens sont plus, ils se terminent, on va arrêter. Et ça se traduit par peut-être de la frustration sur le terrain, peut-être de la décrédibilisation de l'action de tout un secteur. Quand on est réunis en travail, en réseau, en collaboration, ça nous permet d'être encore plus forts et d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, on a besoin encore de renforcer cette capacité de fonctionnement en écosystème. Merci, Tariq.
En fait, c'est pas pour être négatif, encore une fois, mais j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on tourne un peu en rond. Ça fait 10 ans qu'on entend pratiquement les mêmes choses, avec les mêmes constats, avec les mêmes failles, voire même peut-être défaillances. Et pendant ce temps, les needs, ça augmente, la précarité, ça augmente, etc. Et puis, il y a un truc amusant, les 2% du PIB que j'entends, alors, quand on a un problème en quelque chose, c'est toujours 2% du PIB. La corruption, c'est 2% du PIB. Le SS, c'est 2% du PIB. L'ouverture des frontières maghrébines, c'est 2% du PIB. Je crois qu'il va falloir un jour affiner ça. Alors, bon, je vous rappelle qu'il faut donc scanner le QR code. Il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Je ne vais pas toutes pouvoir les poser. Alors, il y a le troisième rapide et dernier rapide tour de table. Et comme vous avez déjà répondu aux recommandations, on va faire un peu de fiction pour reprendre la formule de Madame Kenza Ben Salah, partir avec des idées nouvelles, partir juste à la pause café une fois qu'on aura fini le panel, partir avec des idées nouvelles et une communauté élargie. C'est bien ça. Bien. Alors, je vais vous poser une question courte. On va faire un jeu, hein, une question fiction. Si vous avez une baguette magique, on va faire du yaka, faux, il faut que, etc. Madame Rifaï, je commence par vous. Vous avez cité un certain nombre de problèmes. Si vous aviez 2 ou 3 actions à pouvoir mettre en place immédiatement, vous agiriez sur quoi? Réussir la synergie entre les acteurs de l'écosystème. Tout le monde en a parlé sur ce panel. Il faut qu'on arrête d'agir de façon silotée. C'est très important. Sinon, on ne peut pas mesurer l'impact de ce qu'on fait. Deuxième point, puisqu'on mise aujourd'hui sur ce secteur pour en faire une vraie voie de développement, il ne faut pas diluer l'identité des organisations de l'ESS. Donc il faut vraiment préserver cette identité-là. On ne veut pas transformer nos organisations de l'ESS à des entreprises capitalistes. Troisième point, il faut faire sortir le cadre juridique bientôt. Donc déjà, juste bonne nouvelle en fait, c'est qu'on est en train de travailler sur les textes d'application de la loi. La loi, il est établie, donc on est en phase d'élaborer les textes d'application, comme ça on le soumet dans le circuit d'approbation, et donc cette fois-ci, Inch'Allah, il verra le jour. Je pourrais le cadre légal à Madame Rifaï, dont on parle longtemps. Il y a plusieurs gouvernements. Est-ce qu'il y a, vous avez parlé, tout le monde a parlé de la transversalité de cette loi. Est-ce qu'il y a des discussions maintenant qui sont menées avec l'ensemble des décideurs du gouvernement et les territoires? Est-ce que ça a des chances d'avancer un petit peu? En fait, déjà, l'élaboration a été faite en concertation avec toutes les parties prenantes, que ce soit institutionnel public, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur associatif, le secteur associatif, les régions. Donc la concertation, il a impliqué tout le monde. Bien sûr, les discussions au niveau du gouvernement, on ne les a pas encore établies parce qu'on nous a été demandé d'établir en fait l'ensemble des textes. Comme ça, on a une vision holistique et comme ça, on débat une seule fois pour éviter les allers-retours. D'accord. Alors, Madame Slaoui Benani, encore une fois, vous avez une baguette magique. Vous avez 3 actions que vous pouvez mener tout de suite. Vous savez, les 3 vœux, tout de suite. Vous irez vers quoi? Alors, mon premier vœu, ce serait de réellement promouvoir la délégation des services publics, comme ça a été fait pour le préscolaire. Mon deuxième vœu, ce serait de créer le statut pour les entreprises publiques d'entreprises à mission. C'est-à-dire qu'à côté de leur mission première, qu'elles aient dans leur statut la nécessité de développer soit leur secteur, soit leur territoire. On n'a pas le temps de développer, mais c'est pas grave. Et mon troisième vœu, c'est surtout qu'on n'attende pas que tout ça se fasse pour développer le secteur. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Je pense qu'il y a de très très jolies histoires dans l'entrepreneuriat social au Maroc, et ces gens n'ont pas attendu que tout se mette en place pour travailler. Et vraiment, si j'ai un message à donner, c'est allons-y, même si tout ça n'est pas mis en place. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas, Madame? Mais encore plus. Moi, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai dit que j'en parlerai. Moi, en fait, je représente assez jeune, mais je suis aussi une citoyenne et j'ai une entreprise sociale. Donc, je crois que sur le terrain, je sais concrètement ce que ça veut dire. J'ai une entreprise sociale qui s'appelle Koun, K-O-U-N, qui veut dire, en fait, Koun Sayakoun, en fait. C'est la première entreprise sociale d'insertion au Maroc. On s'est dit, il y a le problème des needs, il y a le problème de l'emploi, etc. Trouvons une solution à ces jeunes. On s'est dit, on va créer une entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'elle va former des jeunes pour qu'ils aillent sur le marché du travail.
Et on s'est dit, tiens, on va faire d'une pierre deux coups. On va le faire dans un secteur qui est vraiment problématique au Maroc, qui est celui de la gestion des déchets. Et donc on s'est dit, on va commencer à transformer des déchets, à en faire des produits, former les gens à cette transformation des déchets et aller les placer dans des entreprises de gestion des déchets. Bref, je vous passe les détails. Et c'est là où je voudrais montrer qu'en fait, même si le cadre n'existe pas, même si tout ça n'existe pas, on peut se débrouiller. Donc en fait, on s'est rendu compte en prenant ces jeunes dans des quartiers très très difficiles de Casa, hein, vraiment, c'est-à-dire problème de drogue, armes blanches, etc. On est dans le pire des situations. On s'est rendu compte qu'en fait, le problème, c'était un problème de milieu, de famille. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, si on veut vraiment sauver ces jeunes, il faut qu'on apprenne aux parents à devenir des vrais parents, des bons parents. Et donc on a créé à côté la maison des parents. Et on a les parents qui ont commencé à venir chez nous et on leur a expliqué pourquoi leurs enfants étaient devenus ce qu'ils étaient devenus. Et ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Ils se sont dit, mais c'est incroyable, on ne s'en était pas rendu compte de ça. Et ils ont commencé à venir, mais quasiment tous les jours, on refusait des parents. Et après, on s'est dit, mais ces jeunes, ils ont des frères et sœurs, il faut qu'on les sauve. Comment est-ce qu'on va les sauver? On a créé une crèche. On a créé une crèche qui a permis, avec la méthode Montessori, de leur apprendre un certain nombre de choses, de ne pas se retrouver dans la situation de leurs parents. Et après, ces mères qu'on a pu libérer, parce qu'il y avait des crèches, elles étaient très souvent mères célibataires, et on s'est dit, on va les insérer elles aussi. Et on leur a trouvé du travail. Donc voilà un enfant qui était délinquant, qui a trouvé un travail, son petit frère est à la crèche, sa mère a un travail. Vous vous rendez compte la transformation de cette personne? Ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Il n'y a eu ni intervention de l'État, ni intervention d'une entreprise, ni de personne. C'était que de la bonne volonté de tous les gens qui étaient là. Donc si j'ai un message à donner, c'est celui-là. Faites des choses. Faites quelque chose. Et ça revient à cette idée qu'on a entendue depuis tout à l'heure d'approche systémique. C'est ça l'approche systémique qu'une entreprise ne peut pas avoir. Si vous êtes une entreprise simplement de recyclage, vous n'allez pas pouvoir aller dans l'insertion professionnelle, dans la crèche, c'est pas possible. Votre statut ne vous le permet pas. Dans l'entrepreneuriat social, c'est possible. Et c'est pour ça que c'est un modèle alternatif qui permettra le développement de notre pays. Merci à vous pour ces belles paroles, Madame Slaoui. Alors, Madame Diani, à vous, encore une fois, vos 3 souhaits immédiats. Alors, avant de m'embarquer dans les souhaits, il y a une question qui reste une substance, c'est sur l'international. Rapidement. Rapidement. Sur l'international, on a en fait des expériences qui sont mitigées. On a des pays qui sont extrêmement bien développés sur le sur le registre de l'institutionnalisation. Globalement, il y a, chez beaucoup de pays où le SS est développé, on est autour de 10% de contribution au PIB et des indicateurs qui sont quand même très très bien saisis. On a alors ce qui a le cas de la Corée du Sud dont tu as parlé, c'est Hamid, où la loi cadre existe depuis 2007. Avec les souhaits, Madame Diani. Rapidement. Donc, en fait, sachez que pour l'élaboration du projet de loi cadre, le benchmarking d'inspiration et de comparaison a été fait avec 11 pays. Et donc, en fait, l'expérience internationale est prise en compte. Voilà. Alors, sur les 3 points, premier point, c'est l'écosystème, l'approche systémique dont tu as parlé, Madame, sur l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Il faut penser écosystème et non pas penser simplement les organisations de l'ESS. Il faut qu'on puisse penser la création, le développement, le changement d'échelle des organisations de l'économie sociale et solidaire dans une logique holistique. Alors, bien entendu, parlant le financement d'amorçage, l'accompagnement, le renforcement des capacités, et puis surtout aussi, et l'élément très important, prévoir des financements de changement d'échelle. Parce que le changement d'échelle ne peut pas... Aujourd'hui, quand on parle du financement tout court, de l'entrepreneuriat globalement, le financement d'amorçage, le kick-off moujoud. Au contraire, aujourd'hui, le financement de l'amorçage, on est à la quête des porteurs de projets et non pas ou d'idées de projets. Donc, le financement du changement d'échelle a besoin d'être pensé et bien pensé. Et troisième élément extrêmement important, c'est le référentiel des compétences. C'est important de penser qui va travailler dans l'ESS, qui va accompagner les organisations de l'ESS, parce que ce n'est pas du tout la même démarche. Croyez-moi, parce que si on veut garder les valeurs de l'ESS et dans la dynamique du changement d'échelle, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive de mission, il faut quand même que ceux qui interviennent puissent être au fait de la singularité du secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Asma. C'est Tariq.
Oui. Là, on y va plus rapidement. Enfin, le premier, c'est que vraiment qu'on puisse accompagner en proximité le maximum de porteurs de projets justement qui s'engagent, qu'ils soient entrepreneurs sociaux, ou associatifs, coopératifs ou autres. Nous avons, et c'est possible, nous avons testé à la région Marrakech-SFIP depuis 2 ans, et c'est possible. Un accompagnement qui est coporté avec les acteurs du territoire, public, privé, sur un certain nombre de projets qui donnent des coopératives qui innovent, des projets dans l'éducation, la santé, l'inclusion, etc. Donc, pouvoir avoir ça sur tous les territoires en proximité, ne pas avoir des programmes d'accompagnement que dans les grands pôles urbains, ça c'est très important et extrêmement stratégique pour cette dynamique. La deuxième chose, c'est qu'on a des outils, par exemple, hein, c'est qu'un exemple, qui est prévu institutionnellement dans toutes les collectivités territoriales, qu'elles soient locales ou régionales ou autres, des espaces prévus par la loi où justement les citoyens, les associations, les coopératives peuvent se retrouver avec les décideurs locaux pour être force de proposition, travailler ensemble. Forme d'incubateur. Là, les fameuses hay'at tashawuriya qui sont prévues dans la loi. Combien se réunissent, combien font ce travail justement, parce que c'est un outil de proximité qui est censé fonctionner chaque jour avec les élus justement pour faire le lien. Aujourd'hui, combien il fonctionne? Mon rêve, c'est que dans chaque hay'a istishariya, on ait une commission innovation sociale qui essaie de discuter justement ce qui se fait, challenger les élus, proposer des choses et accompagner des initiatives de proximité. Et troisièmement, la question justement des soutiens, et surtout financiers et légaux. Le grand souhait, c'est que la loi sur l'économie sociale et solidaire sorte le plus tôt possible. Et puis le financement, il y a des financements alternatifs aujourd'hui qui ont prouvé leur utilité ailleurs et aussi au Maroc. On commence à avoir quelques tests que ça se généralise. Un fonds, une banque de la place qui vient de créer il y a 2 ans un fonds à impact. Il a commencé, peut-être que d'autres banques pourraient prendre l'exemple. Un programme d'impact investing qui se lance, on a nos amis Happy Smala, ils sont présents avec nous, qui se lance en expérience. Peut-être d'autres programmes, il y a le crowdfunding, on a Akan qui sont présents avec nous, qui pourraient se généraliser. Donc ces solutions de financement alternatif qui justement aideraient le secteur à sortir du modèle basé que sur la subvention, et il en faudra toujours, mais pas que. Ces modèles-là, on devrait les investir et les aider, qu'on soit privé, public ou autre. Merci. Merci à vous. C'est-à-dire donc rapidement un retour sur les différentes idées qui ont été ou suggestions qui ont été faites: mutualisation des efforts, préservation de l'identité de l'ESS, la délégation de services publics, la création d'un statut d'entreprise à mission, l'accompagnement des porteurs de projets, une meilleure concertation. Et surtout, le cadre légal et avant tout, y aller. On n'attend pas, on y va, vous êtes déjà allés, on va continuer. Mesdames et messieurs, il nous reste 10 minutes, et donc il y a un certain nombre de questions, je vais essayer de synthétiser tout ça. Je pose la question, et celle ou celui qui se sent concerné, je pense que la première va être pour vous, Madame Slaoui. Quel rôle pourrait jouer la nouvelle charte d'investissement dans le développement du tiers secteur ? Nous avons 10 minutes pour 4 questions et 4 personnes, donc des réponses concises, s'il vous plaît. C'est une question à poser aux opérateurs du public. Moi, je n'ai pas fait la charte d'investissement, mais de manière générale, je pense que les acteurs de l'entrepreneuriat social doivent être vus comme tous les autres acteurs, surtout pas, à mon avis, quelque chose de spécifique, mais les mêmes règles. Les mêmes règles et bien évidemment, probablement un accompagnement supplémentaire pour les aider, mais je pense que c'est une question plus à poser aux opérateurs du public. Merci de lui tendre le micro alors. Voilà, merci. Donc, je réponds à la même question, d'accord. En fait, on sait que la charte d'investissement aujourd'hui, il ouvre plusieurs perspectives pour le développement d'un ensemble de secteurs. Donc, au niveau du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, on a des fonds thématiques. Et donc, étant donné que
tiers secteur, c'est un secteur transverse qui touche à tous les secteurs. Donc il y a une possibilité, bien sûr, de bénéficier des différents projets mis en place par ce fonds. Donc il suffit, d'ailleurs, je voulais l'aborder tout à l'heure, il suffit en fait d'avoir un montage viable des projets. Donc quand on a une cause à défendre, on peut très bien bénéficier des fonds existants. Merci à vous. Alors, une question pour vous, Madame Diani. Vous avez parlé de financement. Donc, comment renforcer et professionnaliser les capacités du tiers secteur quand les ressources financières, entre autres, viennent à manquer? Alors, il faut... les capacités d'innovation du secteur devraient prendre le dessous, en principe. Il y a une expérimentation que nous avons menée au sein du RMS il y a quelques années, c'est l'accorderie. Où il est question effectivement, c'est-à-dire qu'au lieu de, entre acteurs du secteur, au lieu de raisonner en termes de marché, hein, de règles de marché classiques, je vous donne une prestation en nature, vous me donnez une prestation en nature. Ça peut être un moyen de contourner un petit peu ces biais de financement. Ça peut être la question de la mutualisation. On a un secteur qui est atomistique aujourd'hui. Le maître mot devrait être de regrouper autant que possible. Alors le regroupement, ça peut être pour faire grandir des entités, donc on mutualise pour avoir la taille, l'effet de taille, mais on peut mutualiser aussi dans le cadre d'une chaîne de valeur. C'est important. C'est-à-dire que les différentes étapes de la chaîne de valeur, je vais superposer en fait les différents acteurs de SS en fonction d'inputs, outputs, etc. Voilà. Donc il y a plein de, le scope est illimité en fait de comment on peut éventuellement faire. Mais maintenant, encore une fois, il faut qu'on puisse cadrer ça. Parce que ça peut être que du bricolage au final. Et nous, on a envie de sortir du bricolage pour être dans d'une professionnalisation croissante et donc l'adoption un petit peu une manière de gérer qui soit plus professionnelle. Hein, voilà. Oui, allez-y. Juste en complément de réponse, moi je vais peut-être vous choquer, mais il n'y a pas de problème de financement. Les fonds existent, que ce soit au niveau des bailleurs de fonds internationaux ou que ce soit au niveau national. Les fonds existent, il ne faut pas se tromper de problème. Le problème, c'est les bons projets qui matchent avec ces financements. C'est ça dont il faut avoir conscience. Si vous avez un projet aujourd'hui bancable en entrepreneuriat social, il est finançable. Je vous redonne l'exemple de ma petite Koun, ma toute petite initiative. Drossos m'a accompagnée pendant 3 ans. Mais par contre, ils m'ont dit, dans 3 ans, tu es autonome. On ne te donne plus 1 dirham et ça tourne. Aujourd'hui, l'entreprise, elle fait un chiffre d'affaires avec 7 chiffres. Et pourtant, au début, il n'y avait pas 1 dirham. Mais c'est un exemple. Les financements existent. Il faut des projets bancables et des gens bien structurés et organisés pour les porter. Merci à vous, Madame Slaoub-Nani. Effectivement, quand on voit tous les gros investissements, tous les grands projets qu'il y a dans ce pays, je pense qu'il n'y a pas véritablement un problème d'argent, mais un problème d'affectation de l'argent et un problème de décision et un problème de cadre légal, forcément. Donc, c'est-à-dire que tu as parlé tout à l'heure de ASFI, je pense, que vous avez accompagné. Donc, la question, c'est comment renforcer. Alors, comment renforcer réellement et concrètement les partenariats entre le public, privé et tiers secteur pour maximiser l'impact des programmes et initiatives sociales dans les territoires, de ton point de vue? L'expérience montre que quand on réfléchit ensemble dans un territoire à un programme d'accompagnement de projet 360 degrés, c'est-à-dire formation, sensibilisation, connexion avec les expertises, mentoring, prototypage, cofinancement, connexion avec l'écosystème, on arrive à sortir des projets intéressants. Et donc là, mais au centre de tout ça, former les porteurs de projets à des démarches justement d'innovation sociale, d'impact social, est centrale. Et là, cette formation, elle doit être adaptée justement au public qu'on est en train d'accompagner. Nous essayons de développer une offre de formation, mais elle reste limitée à nos capacités d'acteurs du tiers secteur qui agit avec une population limitée. Je pense qu'une approche plus générale par l'État dans les universités, dans les établissements de formation professionnelle, elle s'impose.
parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont prêts à y aller. Quand on voit l'enthousiasme et la motivation dans les territoires, on voit, mais après, il faut pouvoir fournir cette formation de façon continue à proximité. Et il faut savoir qu'il y a des années, il y avait une mouvance, une tendance de lancer des masters et des formations, des licences professionnelles dans le domaine social, développement territorial, etc. Et on a demandé aux universités dès le départ d'être autonomes financièrement. Ça veut dire qu'il faut vendre ces formations au niveau de Oujda, au niveau d'Agadir, etc. Et il y a des masters qui ont fait une année, ils ont fermé. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain demander un système qui a fonctionné avec une certaine façon, du jour au lendemain de se disrupter lui-même et d'être autonome. Il faut pouvoir accompagner, réfléchir justement à cette capacité à former, à accompagner, à renforcer les capacités, mais de façon adaptée au territoire. Là, on peut être plus efficace à travers des associations, allons-y. Là, on peut être plus efficace à travers des universités, on peut y aller. Mais il faut réfléchir ça dans la durée. On a souvent la tendance, une idée au Maroc, tout le monde est convaincu sur le moment, on y va tous et on déploie beaucoup d'énergie dans un moment, on ne réfléchit pas forcément au long terme, bien sûr, quand on se trompe, la dynamique s'arrête. L'idée, c'est de réfléchir sur le long terme et et essayer de mener les politiques ou les initiatives de façon progressive. Et ça demande un travail collaboratif entre les acteurs. Aujourd'hui, on a des expériences de collaboration avec École Centrale, avec ESCA École de Management, avec des universités notamment, sur ces questions de renforcement de capacité. Ça demande du temps, mais quand on le réfléchit dans la durée, tout le monde prend le temps de s'adapter. On construit la collaboration sur ces sujets ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Si Tariq. Il reste 3 minutes et une dernière question. Mais la dernière question, comme disait l'autre, elle a déjà été répondue sur le cadre légal, sur le contexte légal. Il s'agit d'un chantier essentiel et capital pour libérer le potentiel. On le sait, on en a parlé. Donc il nous reste exactement 3 minutes moins quelque chose. Le dernier mot, le mot de la fin, court, comme d'habitude. Madame Slaoub Nani, je sais que vous allez dire, il faut y aller, redites-le, s'il le faut. Alors, je vais essayer de dire autre chose, alors. Ce que je dirais, c'est simplement de dire que l'économie sociale et solidaire n'est pas un pansement qui est là pour cacher une plaie. C'est vraiment une solution, c'est vraiment la solution pour notre pays. Et surtout, allez-y. Merci. Il faut veiller à ce que le tiers secteur combine efficience économique et solidarité sociale pour éviter la dilution de l'identité. Merci à vous. Madame Diani, Asma. Alors, je vais, avec la casquette du RMS, dévoiler les bonnes pratiques là où elles sont, au fin fond des régions. Simple message, simple message. C'est ça. Allez-y. Dévoiler les bonnes pratiques. Ça, c'est un message. Ah, d'accord, c'est mon message. C'est dévoiler les bonnes pratiques là où elles sont. Le problème, c'est qu'on parle peu des performances des acteurs de l'ESS sur le terrain. Trop peu. On en parle trop peu. Alors que si on part ailleurs, il n'y a pas de mystère. Quand un acteur fait quelque chose d'innovant quelque part, tout le monde en parle, on dévoile, on en parle dans les réseaux sociaux. Nous, il faut vraiment qu'on passe à ce registre de aller chercher les bonnes pratiques là où elles existent, les initiatives citoyennes, alternatives là où elles sont, et quels sont les problèmes qu'elle a pu solutionner, et puis surtout pour pouvoir dupliquer ailleurs. Voilà. Merci, c'est Tariq. Comme j'ai dit au départ, ça commence par l'humain. Sur les 50 dernières années, on a adopté une approche du centre vers la périphérie, vers le local. C'est-à-dire on réfléchit en design et on déploie à partir du centre. Ça a montré un certain nombre de limites. Les expériences des acteurs de l'économie sociale et solidaire du tiers secteur montrent que quand on commence en bas, auprès des communautés dans les territoires, les solutions elles sont là-bas. On n'a qu'à aider à déployer ces solutions, que ces communautés s'auto-prennent en charge. Je pense qu'il faut inverser la démarche.
Merci à vous, c'est-à-dire merci à vous tous. Merci à l'assistant d'avoir été là. Donc je pense que les questions, ça fait 1h10 qu'on est en train de parler de ça. Il est difficile de faire le tour de la question, de répondre à toutes les questions, mais des idées nouvelles ont été émises, des approches nouvelles ont été émises. Le cadre légal, et il faut y aller. Merci encore à vous, Madame Diani, Madame Rifaï, Madame Slaoubnani, c'est Tariq Maroufi. Merci à vous tous.